Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Cusco, l'ancienne capitale inca au cœur du Pérou. Et au cœur de Cusco se trouve un temple initialement nommé, au temps des Incas, Inti Cancha ou Inti Huasi, temple alors dédié à Inti, le dieu soleil. C'est pour cela que lorsque l'on parle de Coricancha aujourd'hui, il est généralement traduit par temple du soleil. Ravagé par la guerre du XVIe siècle contre les conquistadors espagnols, la plupart des pierres rescapées de cette horrible prise de pouvoir qui compose ce lieu constituent aujourd'hui les fondations de l'église Santo Domingo ou, tout au mieux, quelques arrêts sur l'histoire inca. Mais comme nous allons le voir dans cette vidéo, ce sur quoi certains s'arrêtent à peine sont en fait de formidables témoignages de techniques de construction inca qui soulèvent des questions aux réponses aléatoires et quelquefois peu convaincantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous montrer la vue depuis les jardins extérieurs de Coricancha qui, au-delà de son aspect historique, est un brin de fraîcheur supplémentaire dans la ville déjà ô combien délicieuse de Cusco. Ce que vous voyez il y a un instant, filmé depuis la rue, nous y voici à nouveau, de plus près cette fois-ci, au pied de la maçonnerie pierre contre pierre caractéristique de cette région du monde. Après un dernier passage dans les beaux décors, avouons-le, de l'église Santo Domingo, qui est également un couvent, le décor est à présent planté, et nous pouvons passer aux choses sérieuses avec le reste du groupe qui trépigne d'impatience de découvrir l'intérieur du Coricancha. Cela commence par ce mini-musée dans lequel nous trouvons ces nombreuses pierres aux formes diverses et présentant toutes des carottes qui exciteront les fans de laser antiques et autres idées frivoles. Si certaines énigmes que nous trouvons dans ces mêmes lieux restent, vous le verrez, non résolues, ce n'est pas le cas de ces carottes qui auraient très bien pu être réalisées par les outils et techniques attribués aux Incas. Première distinction à faire, la taille de la pierre n'expliquera jamais la qualité de l'assemblage et la minutie de finition et des joints que nous verrons dans les vidéos tournées au Pérou qui vous attendent sur la chaîne dans les semaines à venir. Donc toutes ces images ne constituent pas vraiment d'exploit, mais tous les éléments que vous voyez à l'écran font partie de portes dont la complexité de fabrication ne peut laisser de marbre. Il faudra faire quelques pas en longeant les murs du Temple de la Lune pour arriver au premier Graal. Ces portes, complexes portes, sont dignes de nos plus grands coffres-forts modernes. Enfin, lorsque je dis porte, je ne fais que reprendre le terme habituellement utilisé car cela reste encore à prouver. En effet, lorsque l'on regarde cela de plus près, le pas de porte est à hauteur de bassin et la largeur des ouvertures, certaines créées suite à la destruction du temple, ne laisse pas passer un homme. Ce ne sont donc pas des portes, et étant contemporaines de la structure de Coricancha, nous pouvons y voir une réalisation issue d'un savoir ancien de haute qualité que l'on retrouve un peu partout dans le temple, y compris ses murs et couloirs. On dit que pour construire Coricancha, les Incas utilisaient une maçonnerie avec des pierres de taille similaire, plus difficile à réaliser car aucune pierre ne présente pas même aujourd'hui d'imperfection ou de cassure. En choisissant ce type de maçonnerie, les Incas auraient démontré de manière intentionnelle l'importance du bâtiment par l'ampleur de la main-d'œuvre nécessaire à la construction de la structure.
Pourtant nous apercevons ces étonnantes excroissances avec lesquelles vous êtes désormais familiers et que l'on retrouve au Pérou, mais aussi en Égypte. Ces excroissances sont souvent différentes en aspect et il faut bien les distinguer les unes des autres. Lorsque l'on observe des sarcophages par exemple, au musée du Caire, nous avons de grosses excroissances qui, à n'en pas douter, sont des tenons de bardage qui aident au transport de masses lourdes. Encore que nous pourrions demander pourquoi un peuple toujours autant dans la recherche de perfection aurait laissé des tenons si énormes qu'ils en sont presque grotesques face à la beauté générale d'un sarcophage accueillant un pharaon, dieu et roi à la fois. Mais nous nous égarons un petit peu et revenons au Pérou. Dans le Coricancha, les excroissances sont minuscules et les pierres pas bien lourdes. Pourquoi faire des tenons si les pierres ne sont pas suffisamment lourdes pour nécessiter une aide au transport? Peut-être parce que justement, ce ne sont tout simplement pas des tenons. D'ailleurs, ils sont placés en bas des pierres, ce qui, gravité oblige, n'aurait pas vraiment aidé à quoi que ce soit. D'autant plus que vous le verrez dans un instant, nous avons d'autres endroits du temple où nous retrouvons ces excroissances sur des pierres si petites que n'importe qui aurait pu les soulever et les transporter à main nue. Une fois de plus, ici, en tout cas, ce ne sont pas des tenons. Pour ce qui est des guides locaux, ils font effectivement la distinction entre les excroissances qui sont des tenons et celles qui ne le sont pas. Pour celles qui ne le sont pas cependant, l'explication est qu'il s'agirait d'un style donné à l'architecture inca, un peu comme un tampon d'authentification si vous préférez. Aussi, il y a l'explication ornementale, nous disant que ces petites excroissances servaient à poser ou accrocher des objets décoratifs, une explication qui, à n'en pas douter, ne saurait elle non plus satisfaire notre et votre curiosité. Lorsque je parlais d'excroissance sur des pierres si petites que n'importe qui aurait pu les soulever et les transporter à main nue, elles arrivent. Soyez bien attentifs, vers la fin de ce plan filmé par notre ami passionné Virgile, que je salue une fois de plus, vous verrez une petite pierre sur laquelle nous retrouvons non pas une, comme sur ses voisines immédiates, mais deux excroissances. Pourquoi faire? La question demeure ouverte. Alors que notre ami Tony prend des mesures pour Quentin Leplat, maintenant que nous avons fait le tour de ces détails architecturaux qui n'en sont pas moins des casse-têtes, nous pouvons aborder le reste du temple, dont les murs et les fenêtres typiquement incas étaient autrefois recouverts de feuilles d'or. Les rapports des Espagnols parlent d'ailleurs d'une opulence, je cite, fabuleuse au-delà de toute croyance. Anecdote qu'il me semble bon de partager avec vous sur la chaîne afin de remettre les choses et surtout les gens à leur vraie place. Lorsque les Espagnols ont demandé aux Incas de lever une rançon en or en échange de la survie du chef Atahualpa, prisonnier des colons européens, la plus grande partie de l'or du Temple du Soleil et de la Lune du Coricancha a été collectée. C'est donc un temple presque sans or qui servira de base à la construction de l'église Santo Domingo, construction qui durera un siècle rien que ça. Depuis, des tremblements de terre majeurs ont endommagé l'église, mais les murs de pierre Inca, ou en tout cas Inca ou pré-Inca, ceux qui sont présents ici, eux, subsistent encore.
Voilà, j'espère que cette découverte de Coricancha vous aura plu. Vous savez maintenant pourquoi on peut considérer le Coricancha comme un lieu hautement important, à la fois pour les touristes du monde entier, mais aussi pour les passionnés qui me rejoignent sur place, afin de voir ces petits détails qui finalement n'en sont pas, et nous permettent parfois de mieux comprendre notre histoire. En vous donnant rendez-vous pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.